Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien sur la chaîne Twitch de Science et Avenir. Un retour en Xème semaine, hein. Je sais plus combien de temps ça fait maintenant, puisqu'on a lancé cette chaîne début janvier. Et tous les jeudis, on se retrouve pour un direct, hein, pour parler pendant 1 heure et demie de science avec un spécialiste différent, semaine après semaine. Là, on vient de voir de façon un peu subliminale, on le reverra tout à l'heure, on vient de voir la couverture de l'ouvrage qu'a écrit, un des ouvrages écrits par l'invité d'aujourd'hui, Yves Lenoir, avec lequel on va parler d'un sujet très sérieux, un sujet qu'on pourrait croire d'abord historique, puisqu'il va s'agir de la catastrophe de Tchernobyl, mais on va bien voir avec Yves Lenoir que c'est un sujet qui est toujours d'actualité. Je vous salue, hein, puisque vous êtes déjà plusieurs à nous faire un petit coucou sur le chat de cette chaîne Twitch. Bonjour à Singed, bonjour à Smad5607, Pripyat Photo, Pripyat, il connaît le sujet. Bonjour à Nuit Hirsute. On vous salue tous. Donc, vous avez pris l'habitude de venir sur cette chaîne. Vous connaissez Science et Avenir. Science et Avenir, c'est un magazine j'allais dire chenu, puisqu'il existe depuis 1947, magazine mensuel de vulgarisation des sciences. Le dernier numéro vient tout juste de sortir en kiosque et chez les marchands de journaux. On va voir la couverture, voilà, découvrir les confins de l'univers. Il est disponible depuis aujourd'hui, hein, depuis jeudi. Mais Science et Avenir, c'est aussi des trimestriels. Il y a un trimestriel sous l'étendard Science et Avenir qui est actuellement aussi disponible, qui fait sa une sur le bien manger. On a le trimestriel La Recherche, qui est un magazine un peu spécial. C'est un MOOC, hein, un magazine book qu'on trouve aussi dans les librairies. Et ce troisième numéro du trimestriel La Recherche, il fait sa couverture sur la conscience. Mais Science et Avenir, Science et Avenir, c'est du multimédia, puisqu'on a aussi un site web qui est quotidien, qui tous les jours cartographie l'actualité des sciences avec une super équipe de journalistes qui produisent expressément pour le site web, hein, jour après jour, des papiers d'analyse de l'actualité des sciences. Il y a une douzaine de papiers tous les jours. Donc ça, c'est scienceetavenir.fr. Mais l'univers numérique de Science et Avenir, il s'étend, il s'est étendu, et il s'est étendu notamment avec cette chaîne Twitch qui émet donc tous les jeudis, on est là à 17h30. Alors aujourd'hui, c'est moi, Olivier Lascar, rédacteur en chef du pôle numérique de Science et Avenir. Je suis avec mon camarade Valentin Collia, le community manager de Science et Avenir, qui fait la pluie et le beau temps sur nos fils Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Hein, vous savez qu'on est présent sur tous les réseaux sociaux. Mais cette chaîne Twitch, c'est l'occasion aussi de découvrir les gens qui font Science et Avenir, les journalistes. On est une trentaine de journalistes qui animons la rédaction de Science et Avenir. Et la semaine prochaine, par exemple, on fera un Twitch spécial sur le dernier numéro de Science et Avenir. Vous pourrez rencontrer les journalistes qui ont fait les papiers de couverture, Franck Daninos, Fabrice Nico, etc. Alors, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Yves Lenoir. Bonjour, Bonjour, Monsieur Lenoir. bonjour. Alors, Yves Lenoir, Bonjour. vous êtes ingénieur. Vous êtes ingénieur et vous êtes spécialiste des questions de radioprotection depuis plusieurs années déjà, puisqu'en 1974-1975, vous avez participé à un groupe interministériel qui s'est penché sur la question des déchets nucléaires, et on va en parler dans cet entretien, mais c'est le moment où vous avez touché du doigt l'importance de ce sujet et vous en êtes emparé au cours des années suivantes avec différents travaux. Et ces différents travaux, ils se sont concrétisés par exemple par la production de livres. Il y a cet ouvrage, La comédie atomique, qui a été publié en 2016. Peut-être que Valentin va pouvoir nous montrer la couverture. Publié en 2016 aux éditions La Découverte, et qui est un petit peu une histoire occultée, hein, des effets des radiations presque depuis 1895, et la découverte des premières radiations par Röntgen. Oui. Alors,
il y a ces ouvrages et il y a votre activité qui est plus directement liée à la catastrophe de Tchernobyl, puisque vous êtes le président d'une association qui s'appelle Enfants de Tchernobyl Bélarus, association que vous présidez depuis 2010. Alors, vous allez nous expliquer quelles sont les activités que vous pouvez mener au travers de cette association et comment, notamment grâce à elle, vous avez pu mesurer que le drame, la catastrophe de Tchernobyl, qui s'est déroulée il y a 35 ans, si on fait cette émission aujourd'hui, c'est parce qu'il y a cette date d'anniversaire. C'est bizarre de parler d'anniversaire s'agissant d'un sujet comme celui-là, mais enfin, ça a commencé un 26 avril, c'était le 26 avril 1986. Et peut-être, Yves Lenoir, on pourrait commencer par le commencement, commencer par là et essayer de réexpliquer qu'est-ce qui s'est passé en cette journée fatidique du 26 avril 1986. Et où sommes-nous à ce moment-là? Tchernobyl, c'est où Tchernobyl? Alors, Tchernobyl se trouve aux confins de l'Ukraine et du Bélarus, au nord de l'Ukraine, au sud du Bélarus, bien entendu, au sud-est. La centrale est à quelques kilomètres de la frontière avec le Bélarus. C'est une centrale qui avait 4 réacteurs en service et 1 en construction. Et le réacteur numéro 4, suite à une série de manips très hasardeuses, c'est le moins qu'on puisse dire, a explosé en 2 temps. D'abord, ce qu'on appelle une excursion nucléaire, c'est-à-dire que la réaction en chaîne n'a pas été contrôlée, elle s'est emballée, ce qui a surchauffé le combustible, première explosion, et ensuite vous avez un dégagement d'hydrogène important quand les gaines du combustible surchauffent et sont en contact de l'eau, ce qui est le cas, c'est une centrale refroidie à l'eau, et l'air est rentré dans l'installation par effet de ressac, comme quand vous tirez au canon, vous avez un effet de ressac, l'air rentre ensuite dans le canon, et au contact de l'hydrogène, il y a une énorme explosion. La dalle qui faisait 1200 tonnes a été soulevée et mise de champ. 1200 tonnes. 1200 tonnes, oui. Et comme c'était un réacteur qui était, comme on dit, modéré au graphite, le graphite s'est enflammé. Et le graphite, c'est très difficile à éteindre. On ne peut pas l'éteindre avec de l'eau. Et pendant 10 jours, le graphite a brûlé. Et le graphite était intimement mêlé avec le combustible. Donc le graphite, c'est une certaine configuration du carbone. Oui, le graphite, c'est du carbone cristallisé sous forme plane et qui a la propriété donc de faciliter les réactions atomiques dans les réacteurs qui sont configurés comme cela, si vous voulez. Et ce graphite était en grande quantité, plusieurs milliers de tonnes, je crois, et il a brûlé pendant 10 jours. Et comme il était mélangé, enfin pas mélangé, mais le combustible était inséré dans le graphite, eh bien, cette chaleur a libéré énormément de radioactivité qui s'est dispersée dans toute l'Europe et dans le monde entier même, comme on le voit sur la carte, si vous voulez montrer la carte de l'Europe avec les retombées, et qui s'est dispersée. Et ensuite, eh bien, c'est la météo qui a en grande partie présidé aux retombées. Alors, on va voir, Valentin nous montre la carte de situation. Alors, oui. Vous pouvez nous la décrire, Yves Lenoir. Il y a ce code couleur qui va du rouge au jaune. Et voilà, donc, on a ce point comme ça. Alors, pour chaque changement de couleur, vous avez une division par 10 des retombées. Là, on ne parle que des retombées. Des retombées sur l'Europe. Donc, plus c'est clair, moins il y en a. Et plus c'est foncé, plus il y en a. Et à chaque fois, on a un facteur 10. Donc, on voit bien que dans les zones proches de la centrale, les retombées ont été considérables. Alors, il se trouve que le vent n'a pas cessé de tourner pendant les 10 jours. Au départ, il était orienté vers le nord-nord-ouest, et donc il a soufflé vers les pays scandinaves, puis il a tourné vers l'est, ensuite vers le sud, et il a terminé le tour complet, même un peu au-delà, vers le nord. Donc, pendant 10 jours, les particules radioactives ont été entraînées dans des panaches dans toute l'Europe entière et ensuite sont dispersées dans le monde entier. Alors, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi la catastrophe, où on voit les commentaires qui font référence à ce qui a été beaucoup dit au moment où ça se passait en France. Heureusement que le nuage n'avait pas de passeport et qu'il est resté à la frontière, nous rappelle Singh.
Vous avez expliqué comment la catastrophe est arrivée. Voilà, c'était une nuit, je crois, c'était pendant la nuit du C'était la nuit du 26. La date est très importante compte tenu des traditions soviétiques. Ça s'est passé alors que l'Union soviétique existait encore, n'est-ce pas? Voilà, il faut aussi rappeler ça peut-être. Hein. Oui, C'est un autre monde. Hein. Je veux dire, absolument. l'Union C'est un monde soviétique n'existe plus depuis qui n'existe plus. 90, Voilà. mais Oui, on est en 86 et c'est cela. l'Ukraine, où est située Tchernobyl? L'Ukraine est un des États constitutifs de l'Union soviétique. Pas un État, une république. C'était l'Union des républiques socialistes soviétiques, n'est-ce pas? Absolument. Oui. Bon. Et à l'époque, ça s'appelait la Biélorussie parce qu'on utilisait le terme russe et pas le terme de la langue biélorusse, qui maintenant donne Bélarus, ou Bélarus en français. Donc c'était la République soviétique de Biélorussie. Alors, il se trouve que le contexte est très important pour la raison suivante. On était très proche de la fête du 1er mai, et là, en fait, c'était un long week-end, puisque c'était le samedi 26. Et donc, le 1er mai allait arriver, enfin, allait se dérouler au milieu de la semaine suivante. Et à cette époque, le 1er mai, c'était vraiment la fête de tous les travailleurs, bien entendu. Et donc, dans la mystique soviétique, c'était la grande fête. La grande fête qu'il ne fallait absolument pas rater. Pour vous donner un exemple, pourquoi est-ce que sur la place rouge, il n'y a jamais eu de pluie le 1er mai? Eh bien parce que tous les nuages qui tournaient autour de Moscou étaient précipités au sol par des avions qui dispersaient de l'iodure d'argent pour former les gouttes d'eau qui allaient faire tomber l'eau en dehors de Moscou. Ça, vous voulez dire en temps normal, quoi, les autres normal, années. Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est donc quelque chose qu'il faut. Bon, je fais taire le téléphone. Vous avez un téléphone. C'est pas un portable. Les portables, on peut pas. Les téléphones ordinaires, on peut pas les éteindre comme des portables. Ah, il va s'essouffler tout seul. Oui, il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là. Et donc vous disiez, oui, c'est une date très particulière. Et donc, il ne fallait surtout pas rater la fête du 1er mai, si vous voulez. Donc, il y avait un enjeu politique majeur, c'est que l'accident survenait, la radioactivité commençait à être dispersée partout, les soviétiques la mesuraient, ils savaient très bien ce qui se passait, les autorités, mais on ne pouvait pas rater cette fête. Si bien que les festivités ont eu lieu alors que les nuages radioactifs survolaient le pays, si vous voulez. C'est donc des circonstances très mauvaises pour l'information, puisqu'il fallait la cacher, en grande partie, le maximum, disons, et pour la protection des gens, puisque les fêtes, c'est les gens à l'extérieur. C'est comme ça. Bon. Et ces circonstances-là ont évidemment contribué à aggraver les maux qui depuis s'accumulent depuis l'accident, c'est-à-dire que les gens ont ingéré des particules radioactives, en ont gardé des traces dans leur organisme, dans les cellules qui ont été lésées par la radioactivité, et la génération actuelle, qui est la 3e après Tchernobyl, souffre de maux qui sont clairement liés au fait qu'il y a eu cet accident. Alors ça, vous l'avez constaté notamment avec le travail sur cette association que vous présidez. Je le rappelle, Yves Lenoir, vous êtes président de l'association Enfants de Tchernobyl Bélarus. On va pouvoir l'évoquer. Mais pour rester encore sur des considérations historiques, donc vous expliquez bien qu'en raison de la proximité du 1er mai, il était politiquement incorrect, j'allais dire, inenvisageable d'ordonner des confinements, ces fameux confinements auxquels on est tellement habitué aujourd'hui. Non, on n'a pas du tout alerté la population. Et pendant que la population a continué à vaquer à ses occupations, dans la centrale accidentée, on a commencé à agir à coups de sparadrap, quoi. Enfin, il a fallu faire des choses. Qu'ont décidé les autorités à ce moment-là pour colmater les fuites, en quelque sorte? Contrairement à ce qu'on peut penser, les soviétiques ont réagi extrêmement rapidement. La première délégation officielle a été envoyée le jour même du 26 à Tchernobyl. Elle comprenait un vice-ministre, un responsable de l'Institut d'études nucléaires de Kurchatov de Moscou, le conseiller spécial scientifique de Vladimir Gorbatchev, Evgeny Velikhov. Vous aviez, je crois que c'était le... Gorbatchev qui était donc le dirigeant. Qui était le secrétaire général, oui, de l'Union soviétique, du Parti communiste. Vous aviez aussi
des responsables de l'armée. L'armée a joué un rôle extrêmement important dans les premières semaines pour nettoyer le site. Vous aviez les gens du KGB, bien entendu, des responsables du ministère des situations d'urgence. Bref, une énorme délégation qui a pris l'avion de 4 heures à Moscou pour Kiev et qui s'est rendue ensuite à Pripyat en fin de journée. Alors Pripyat, c'est quoi? On a un internaute qui a pris Pripyat comme pseudo. Pripyat, oui. C'est la grande ville. Pripyat, c'est la ville spéciale, la ville modèle, la ville rêvée, installée à 2 km de la centrale, au nord de la centrale, pour héberger le personnel. C'est la cité dortoir, en quelque sorte? C'est une cité plus qu'une cité dortoir, au sens où vous avez toutes les facilités. Vous avez le cinéma, vous avez les magasins, vous aviez les aires de jeu, les terrains de sport. C'était vraiment la ville idéale, la ville soviétique idéale, où tous les services étaient disponibles, offerts aux habitants, et tout le monde rêvait de venir habiter à Pripyat. Alors justement, ces gens, parce qu'il y a une question de Rocky Racer là, qui colle bien à notre discussion, là, combien de temps entre l'accident et la première communication publique à la population? Donc à Pripyat. À Pripyat, par exemple. Bien sûr, oui. C'était aux premières loges, bien sûr. Au bout de combien de temps ils ont l'information à Pripyat, qui s'est passé quelque chose de vraiment embêtant? Quand vous lisez les documents, vous vous rendez compte qu'il y a eu une espèce de valse hésitation au sein de la mission, de la délégation envoyée de Moscou, qui travaillait évidemment de concert avec la direction de la centrale. Et ce, à cause des règles prévues pour la guerre atomique. Ça, les gens ne savent pas. Moi, je l'ai appris en 88, là-bas, en discutant avec des responsables. La guerre atomique était une chose vraiment envisagée par les autorités soviétiques. Ils pensaient qu'il y aurait une guerre atomique. Donc, ils avaient défini des protocoles d'intervention, comme on dit, pour des circonstances de ce genre. Et ces protocoles, c'était en gros la limite de dose qu'on allait laisser prendre les gens avant de les évacuer, par exemple. Ouais. Et cette limite de dose pour les civils était celle, en fait, des militaires. C'est-à-dire 1 sievert. Alors, 1 sievert, c'est beaucoup, compte tenu que la Commission internationale de protection radiologique a mis la limite en temps normal à 1 millisievert par an. D'accord. Là, et il y a une façon de nous faire comprendre à quoi ça correspond, 1 sievert par rapport... 1 sievert, c'est le 6e de la dose mortelle, à coup sûr. C'est le 6e. Donc, vous avez des réactions de l'organisme immédiates, bien entendu. Alors, pourquoi cette dose de 1 sievert? Je me suis laissé dire qu'en gros, en moyenne, c'est ce qui permet à des soldats engagés dans une bataille atomique de tenir 3 jours avant d'être trop malades et de devoir aller se faire soigner. D'accord. D'accord? Bon. Alors, il se trouve que tout le monde à Pripyat n'a pas pris 1 sievert, mais on a décidé l'évacuation quand il était évident qu'on approchait de cette limite. D'accord. Voilà. Donc à Pripyat, vous avez eu des centaines de personnes qui ont dépassé cette dose, parce que la radioactivité n'était pas répartie de façon homogène dans la cité. Et j'ai lu les rapports du KGB, il y a eu 135 cas d'irradiation aiguë, c'est-à-dire qu'on dépasse 2 ou 3 sieverts parmi la population. Là, il faut vraiment des soins, hein, parce que vous pouvez mourir d'infection si vous n'êtes pas traité, si vous voulez. Et parmi ces 130 personnes, il y avait environ 40 enfants. D'accord. Mais quels sont les symptômes finalement pour des personnes comme ça? Au début, rien du tout. Au début, rien du tout. Même quand vous avez une dose mortelle, il y a au début rien du tout, si vous voulez. Et puis au bout de quelques heures, alors ça dépend de la dose, au bout de quelques heures, quand la dose est très forte, vous commencez à avoir des symptômes. Il y a une rémission. Et ensuite, vous entrez dans la phase où vous allez finalement mourir, quoi. Et ça prend une semaine, 15 jours. Quand vous avez les symptômes, ils sont de quel ordre? C'est quoi? Alors les symptômes comme les radiations, hémorragies. Oui, alors vous avez d'abord vous avez des atteintes cellulaires qui font que vous avez des toxines que l'organisme accumule des toxines d'un côté, et de l'autre côté, comme les tissus sanguins sont les tissus humains les plus sensibles aux radiations, oui, vous avez des dégradations cardiovasculaires. D'accord. Surtout vasculaires. Si vous survivez, le risque d'infarctus est élevé. Il y a beaucoup d'infarctus chez les liquidateurs de Tchernobyl. Mais comme ça se produit 3 ans après ou 4 ans après, ils ne sont pas pris en compte dans les statistiques. Ils sont morts d'infarctus, tant pis pour eux. On a un de nos internautes, ACG Ploué BZH, qui dit que ça peut durer des semaines. Enfin, qui pose la question, est-ce que ça peut durer des semaines? Après l'irradiation, ça peut donc durer des semaines. Et on peut mourir de symptômes qu'on n'attribuera plus à l'accident. Oui.
Alors, il y a des exemples absolument effarants chez les liquidateurs. Moi, j'avais lu des témoignages de l'époque sur les jeunes soldats, parce que c'était des jeunes, il y avait la guerre en Afghanistan, les troupes aguerries restaient en Afghanistan, et c'était les jeunes conscrits qu'on avait envoyés à Tchernobyl pour nettoyer le site. Ce qui permettait ensuite de construire le sarcophage. Mais il fallait d'abord tout nettoyer, parce que c'était tellement radioactif qu'il était impossible de commencer les travaux dans un site non nettoyé. Voilà, Donc, là on suit la chronologie des c'est événements ça, avec voilà. Et mémoire, là, mais il faut dire ce que sont ces liquidateurs. voilà. Alors, au début, ce sont des soldats. Dans les premières semaines, ça a été très vite. Ils sont arrivés dans les premiers jours. Parce que les Russes avaient des protocoles d'intervention. Donc, on envoie les troupes pour nettoyer le terrain. Il y a des films où on voit d'ailleurs qu'il y a des camps militaires, comme avant une bataille à l'époque de Napoléon. Vous avez des tentes, les soldats sont sous les tentes, et puis ils montent à l'assaut pour nettoyer régulièrement. Ça a pris des semaines. Et j'ai lu des témoignages à l'époque d'un jeune soldat qui avait une vingtaine d'années, qui était rentré chez lui très très fatigué. 3 semaines après, il avait perdu toutes ses dents. Et 1 mois après, il était mort. Avec une dégradation de l'organisme hallucinante, si vous voulez. Et dans un des films qu'un des responsables de notre association a fait pour la télévision suisse au début des années 2000, après avoir suivi pendant 10 ans 5 familles de liquidateurs, eh bien, on voit ces liquidateurs perdre leur santé progressivement. Et le dernier survivant, il se décompose vivant. C'est-à-dire que sa femme nettoie les os qui apparaissent parce que les chairs sont décomposées. Mais lui, il est encore vivant. Un effet des radiations internes. Donc, vous avez des gens qui sont morts 10 ans après dans d'atroces souffrances. Est-ce qu'on peut chiffrer le nombre de ces liquidateurs? Nos internautes évoquent, alors ACG parle de 300 000 liquidateurs, quelqu'un d'autre évoque, dit le double, Pripyat Photo le double. Est-ce qu'on sait combien de liquidateurs ont été envoyés au casse-pipe, quoi, Oui, alors c'est un sujet, si vous voulez, Tchernobyl, on en connaît 10% et encore. Le nombre de liquidateurs évalué, estimé autour de 800 000. Mais le suivi de ces liquidateurs n'est pas exhaustif. Il y a eu des lois qui sont passées dès le mois de juin-juillet 1986, puis en 1987, qui interdisaient toute information sur ce qu'avaient subi les militaires. Et même le fait d'avoir été à Tchernobyl, à un moment donné, il y a une loi qui est tombée et qui interdisait de dire qu'un tel avait été à Tchernobyl s'il y était allé avant, dans mon souvenir, le 15 juin. C'est-à-dire que ceux qui ont été les plus exposés ont leur destin couvert par le secret. Alors, notre ancien président, Michel Fernet, est allé faire un voyage… Donc de l'association Enfants de Tchernobyl-Bélarus. Qui est un médecin, il a été expert pour l'OMS, pour d'autres questions que la radioactivité. Et lors d'un de ses voyages en URSS, il est allé dans une république, à l'époque l'URSS avait déjà disparu, une république d'Asie centrale, il ne se souvenait plus très bien laquelle. Mais on l'a emmené visiter la caserne centrale. Et dans la caserne centrale, vous avez 3 monuments aux morts. Le monument aux morts de la Grande Guerre patriotique, 41-45, le monument aux morts de la guerre d'Afghanistan et le monument aux morts de la bataille de Tchernobyl. La bataille de Tchernobyl, oui. Voilà. Et ces gens-là ne sont pas comptabilisés comme étant morts à cause de Tchernobyl. Aucun soldat n'apparaît dans les statistiques. Mais les soldats, eux, ils vénèrent leurs morts, ils les honorent et ils mettent leur nom sur une Alors, scène. on commence à avoir des questions autour de de ce qui est devenu Tchernobyl aujourd'hui, avec la médiatisation et la fameuse mini-série. Couillière dit: est-ce que la mini-série Tchernobyl diffusée sur Prime Video est fidèle à la réalité historique? On va en parler, mais je voudrais qu'on continue un peu sur l'aspect historique que vous décriviez. Oui. Shura 70 relance le débat, enfin la question sur les liquidateurs en disant: est-ce que le liquidateur devient lui-même dangereux? C'est-à-dire, est-ce qu'il est radioactif? Est-ce qu'il peut contaminer ses proches, sa famille, les gens qui sont autour de lui? Oui, il y a beaucoup de fantasmes à ce sujet. Une personne qui a ingéré beaucoup de radioactivité, comme ça a été le cas des premiers intervenants, aussi bien les employés de la centrale que les pompiers, le réacteur a craché pendant 10 jours, l'équivalent en gros en moyenne des retombées de certains radioéléments pour une explosion atomique par heure.
Ça correspond à ça, les rejets de Tchernobyl. Pour les rejets des produits qu'on dit de vie moyenne, c'est-à-dire le césium, le strontium, le cérium, etc. Bon. Donc des quantités de radioactivité considérables. Et les premiers intervenants ne savaient pas. Les mesures n'étaient pas faites. On n'avait pas d'instrument de mesure sur place pour mesurer des radioactivités aussi élevées. Ils sont arrivés 3 jours plus tard sur le site. Et ces gens-là ont pris évidemment des doses de radiation énormes et ont incorporé des radioéléments, parce qu'ils respiraient cette chose-là, si vous voulez. Mmh. Alors, on pouvait mesurer leur radioactivité, mais contrairement à ce qu'on pense, ça n'était pas des déchets radioactifs dangereux, c'était des hommes contaminés. Voyez. Mmh. Alors, dans la série, il y a des choses qui sont légèrement exagérées, pour ne pas dire plus. Ensuite, on va en parler. Les liquidateurs qui ont pris des doses plus mesurées et qui ont eu leur organisme altéré sont un danger, enfin, courent un risque pour eux-mêmes, et il y en a plus de 40% qui sont morts dans les 10 ans, si vous voulez. En tous les cas, dans les statistiques, pour ceux qui sont très bien faites pour les Ukrainiens, on voit ce terrible bilan. Mais vous avez d'autres séquelles qui sont celles d'ordre générationnel. Et dans un papier que j'ai mis sur mon blog de Mediapart, je donne l'exemple assez significatif des liquidateurs lettons. Lettons, c'est ça. La Lettonie est un petit pays balte, au nord de l'ex-URSS, qui n'a pas subi de retombées, parce qu'il n'a pas plu pendant que le nuage passait. Donc c'est un pays qui est pratiquement indemne de retombées. Mais plusieurs milliers de personnes ont été envoyées à Tchernobyl pour faire la liquidation. Ils sont revenus après, ils ont fait des enfants. Eh bien, parmi leurs enfants, il y a 6 fois plus de malformations que dans les populations qui ont pris les retombées de Tchernobyl, parce qu'eux, ils en ont pris plus, si vous voulez. Et parmi les enfants qui sont nés de ces liquidateurs, vous avez un taux de mortalité infantile qui a fait remonter le taux de mortalité infantile de toute la population de la Lettonie. Les courbes de mortalité infantile dans tous les pays du monde décroissent, parce que la prophylaxie des femmes enceintes est toujours améliorée, si vous voulez. Mais en Lettonie, vous avez une bosse, et puis ça redescend. Et la bosse correspond au temps que des jeunes hommes envoyés à Tchernobyl vont faire des enfants. Et ça, c'est pas reconnu. Vous voyez, c'est pas reconnu. Il y a eu quelques centaines ou quelques milliers d'enfants morts-nés ou morts dans les 1 an en Lettonie, enfants de liquidateurs, et c'est pas reconnu comme une conséquence de Tchernobyl, alors qu'elle est massive. Vous voyez. C'est vraiment massif. On va continuer de dérouler un peu sur l'aspect historique. On salue Kiri Koulou là, qui nous fait un coucou, qui vient d'arriver. Vous arrivez là, vous arrivez à votre heure sur cette discussion autour de la catastrophe de Tchernobyl. Alors bon, c'est la bonne occasion pour vous dire que évidemment, ce direct vidéo, il sera visible en replay sur le site de Science et Avenir dès demain, puisque bon, il reste sur la plateforme Twitch, mais au bout de 15 jours à 3 semaines, ça disparaît. Donc, vous pourrez retrouver tout ça sur le site de Science et Avenir. Je vous engage aussi à vous abonner à cette chaîne. En vous abonnant, vous pourrez savoir quels sont nos programmes semaine après semaine, puisque nous émettons tous les jeudis à 17h30 pour un stream sur un sujet scientifique qui est différent de semaine en semaine. On discute pendant 1h30 avec un spécialiste, une spécialiste. Ça a pu être les araignées, on a parlé de la matière noire, on a parlé la semaine dernière des épaves sous-marines. Et cette semaine, on parle de la catastrophe de Tchernobyl, puisque la catastrophe de Tchernobyl, c'était il y a 35 ans. Ça a commencé le 26 avril 1986. Et si je dis que ça a commencé, c'est parce qu'on voit avec notre invité Yves Lenoir, président de l'association Enfants de Tchernobyl Bélarus, que les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl, elles continuent aujourd'hui. Alors, vous avez posé plusieurs questions là pendant que je faisais mon petit laïus, donc je n'ai pas forcément tout vu, mais à propos des liquidateurs, donc on a décrit intervention en direct sur le terrain, et puis leur grosse œuvre, ça a été de construire ce qu'on a appelé le sarcophage de béton, c'est-à-dire
un bouclier pour protéger le réacteur 4 du reste de la centrale et du reste pour l'isoler, vous voulez dire? Pour l'isoler. Oui, pour l'isoler, oui. Donc, parce que la centrale de Tchernobyl, elle continue à fonctionner pendant ce temps-là. C'est-à-dire pas tout de suite. Le but était de la remettre en service le plus vite possible. Hein. Productivisme soviétique oblige. Et ça s'est fait très vite. Le sarcophage a été terminé en octobre 1986, qui est une prouesse invraisemblable. On comprend que le prix humain en ait été très élevé. C'était la guerre. C'était la guerre. La guerre contre un ennemi qui est plutôt retors. Et les deux réacteurs 1 et 2, qui constituent l'autre bloc de la centrale à ce moment-là, en service, ont été remis en service en décembre 86. Alors, le réacteur numéro 3, qui était contigu au réacteur numéro 4, ne pouvait pas être mis en service tout de suite parce que leur salle de commande était commune et était super contaminée. Donc, il fallait terminer le travail de décontamination et d'isolement des deux blocs de cette paire. Et il n'a été remis en service qu'en décembre 87. Et moi, personnellement, je suis allé à Tchernobyl en avril 88 et je suis allé dans la salle de contrôle du réacteur numéro 3, qui était celle commune avec le réacteur numéro 4. Donc, j'ai bien vu qu'effectivement, l'installation tournait à plein régime. Et alors, il y a un internaute qui nous dit ACG Ploué, ça a fonctionné jusqu'en l'an 2000. La centrale de Tchernobyl, elle a tourné jusqu'en l'an 2000. Donc, il y a eu la construction de ce sarcophage. Alors, vous avez une question, Yves Lenoir, on pourra la prendre tout à l'heure parce que je ne voudrais pas qu'on coupe le fil de la discussion. Bonjour Science et Avenir, super de vous trouver sur ce stream, dit Banzai86. Petite question, quel est le regard d'Yves Lenoir sur le nucléaire civil et le nucléaire en général? Bon, ça nous sort un peu du débat, mais vous pourrez peut-être répondre à ça, Yves Lenoir, tout à l'heure. Oui. Le sarcophage de béton, ce n'est pas le sarcophage qu'on voit aujourd'hui, hein, dans le visuel qui annonçait ce stream et qui est diffusé sur le site de Science et Avenir, on voit à quoi ça ressemble aujourd'hui. C'est une sorte de dôme en acier, je crois. Oui, une arche métallique. Oui. Une arche métallique qui a été construite toujours au-dessus au-dessus de l'ancien, oui. Au-dessus de l'ancien. Oui, qui le couvre, si vous voulez, oui. Et ça, c'est la configuration que va avoir Tchernobyl pour les... J'allais dire, pour l'éternité qui vient. Enfin, je veux dire, c'est destiné il est prévu de le garder pendant 100 ans, je crois. Il paraîtrait que c'est une usine. À l'intérieur, c'est une usine, ce truc-là. Bon, il faut l'entretenir, il y a des travaux qui s'y déroulent, on ne sait pas très bien lesquels. Le but étant, théoriquement, de tout sortir ce qui pose problème de l'ancien réacteur en ruine, si vous voulez. Qu'est-ce qui pose problème? Eh bien, c'est les restes de combustible plus ou moins fondus qui se trouvent sous quelques milliers de tonnes de sable et de plomb qu'on avait jetés par hélicoptère pour éteindre l'incendie. Donc, c'est un chantier absolument dantesque parce que ce qu'on cherche se trouve sous des milliers de tonnes de matière dans laquelle... Valentin nous montre... À quoi ressemble cette arche? Alors, c'est pendant le transport de l'arche, puisqu'il était sur des rails, et on l'a amené au-dessus du sarcophage une fois qu'elle a été construite. Elle n'a pas été construite au-dessus du sarcophage, elle a été construite en retrait, sur des rails, et puis on l'a poussée et on l'a fermée. Alors, il y a beaucoup de débats là, il y a beaucoup d'échanges et d'allusions sur notre chat là, sur le fameux nuage dont on a parlé pendant le début de ce stream, le nuage de Tchernobyl, dont les autorités. Alors, qui disait ça finalement en France à l'époque, hein? Moi, je me souviens d'interventions au journal de 20 heures de l'époque qui avait une ampleur bien différente de ce que c'est qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a des chaînes d'infos en continu, on a les réseaux sociaux, on a Internet, donc l'information, elle sort de toutes parts. À l'époque, en 86, il y a des canaux quand même pour diffuser l'information qui sont des canaux privilégiés et prioritaires, et c'est les journaux de 20 heures des grandes chaînes de TF1, de Antenne 2. Et tous les soirs, je crois, sur TF1 ou sur Antenne 2, je ne sais plus, il y a un représentant de l'État, ou en tout cas de l'autorité sanitaire officielle, qui vient expliquer que le nuage contourne la France. C'est pas tout à fait ça qui s'est passé. Ce sont des journalistes.
je ne sais pas, j'ai jamais compris pourquoi. Non, professeur Pellerin est venu après. Il a dit des choses qui n'ont rien à voir directement avec cette légende qu'un anticyclone aurait protégé la France. Alors racontez-nous ça, parce que c'est passionnant et puis ça, les gens réagissent beaucoup là sur le chat. Oui. Alors, Tchernobyl, les Russes pensaient pouvoir garder le secret. Parce que, bon, pour des raisons diverses et variées, ils avaient les moyens de contrôler en partie les retombées. Et puis, en fait, ils n'ont pas réussi. Et le premier nuage, le premier panache, celui de l'explosion initiale, est parti vers les pays nordiques. Et il est arrivé en Suède le dimanche, mais le dimanche, visiblement, les gens qui étaient chargés de surveiller la radioactivité dans la partie suédoise touchée par le nuage devaient être en congé hebdomadaire. Et c'est le lundi matin qu'à la centrale de Forsmark, qui se trouve au nord de Stockholm, les responsables de la surveillance radiologique ont repéré une radioactivité totalement anormale. Et ils ont commencé à penser qu'il y avait un problème chez eux. Et puis c'est vite avéré que non, chez eux tout était normal. Donc ils ont pensé que c'était une autre centrale qui se trouvait en Lituanie, à Ignalina, du même type que Tchernobyl, qui avait un problème. Elle était beaucoup plus proche, à 500 km au lieu de 1500. Et ils ont lancé l'alerte. Et les Soviétiques ont été obligés, au bout de quelques heures, de reconnaître que non, ce n'était pas Ignalina, c'était Tchernobyl. Ce qui changeait complètement la perspective, parce que 3 fois plus loin, et une telle radioactivité, ça montrait qu'il y avait quelque chose de très grave qui s'était produit à Tchernobyl. Et immédiatement, dans le monde entier, ça a été la panique, le branle-bas. Mon Dieu, qu'est-ce qui va nous arriver? En France comme ailleurs. Mais en France, comme vous savez, on a un État qui est un État atomique et où la principale religion partagée par le plus grand nombre de gens, c'est la religion atomique. Voilà, un État atomique, ça veut dire qu'il y a des décisions politiques fortes qui datent des présidences vous m'arrêtez si je dis des bêtises, de Pompidou et de Giscard. Avant, c'est De Gaulle. C'est 45. De Gaulle, voilà, c'est De Gaulle. C'est la création du CEA. Voilà, qui décide, mais c'est des ingénieurs presque sur un coin de table, qui décident de faire de la France une puissance nucléaire. Oui, mais vous aviez déjà dans l'opinion un a priori extrêmement favorable à tout ce qui touchait, avant que ce soit l'énergie nucléaire, au radium, aux rayons X, etc. Bon. Et après la guerre, vu la divulgation de la puissance de l'énergie atomique, eh bien, il n'y a pas seulement l'État qui a adhéré, mais tout le monde. Dans le pays, le but, c'était de profiter, de faire profiter tout le monde de l'énergie atomique, si vous voulez, avec ses applications militaires, mais aussi ses applications civiles. Et ce dogme, cette doctrine, en fait, est partagée par à peu près tout le monde. Si vous écriviez un journal comme, j'en cite un, Le Monde, qu'un tel a dit des mensonges sur Tchernobyl, vous ne serez pas publié si vous n'êtes pas quelqu'un qui est reconnu comme étant du sérail. Et à l'époque, moi je pense que les journalistes n'ont pas osé dire que la France pouvait être touchée ou avait pu être touchée. Et ils ont regardé les cartes météo, ils ont vu un anticyclone vague, là ils ont dit « oh ben non, ça nous protège ». En fait, les responsables n'ont jamais dit ça. Quand Pellerin a été interviewé, il a dit que oui, il y avait de la radioactivité, mais que c'était rien du tout. Qui était Pellerin? Alors Pellerin était le chef du service central de protection contre les radiations ionisantes, c'est un médecin. C'était un service qui à l'époque dépendait du ministère de la Santé, ce qu'il faut savoir. Donc théoriquement indépendant du CEA et d'EDF, si vous voulez. Et bon, je l'ai connu, Pellerin. C'était un farouche promoteur de l'énergie atomique. Et donc, c'était un de ceux qui pensaient que les radiations, sauf à haute dose, c'était totalement inoffensif. Et il est vrai que les doses reçues en France de Tchernobyl, en moyenne, étaient extrêmement faibles. Si vous voulez. En moyenne, je dis bien. Parce qu'en Corse, où il a plu, ça n'a pas été tout à fait le cas. Bon. Donc, Pellerin a dit ce qu'il pensait, et je pense qu'il croyait. C'est sûr qu'il n'y aurait pas de conséquences. En France. Un autre responsable, qui s'appelait Cognier, qui était responsable à l'époque de ce qui correspond aujourd'hui en gros à l'autorité de sûreté nucléaire, est venu à la télévision et a dit « Oh ben Tchernobyl, c'est pas grave. Il n'y a que 1/1000 du contenu du réacteur qui s'est dissipé dans l'environnement. » Bon, déjà, c'est un mensonge. Mais si on le prenait au mot,
1/1000 du contenu du réacteur, c'est l'équivalent des retombées d'une bombe atomique. C'est beaucoup quand même, c'est pas rien. Voyez. Donc, vous voyez comment on manipule les chiffres et comment on induit en erreur à peu près tout le monde. Et comme c'est la première information qui passe, c'est celle qui reste. Et les gens, beaucoup de gens, sincèrement, pensent que Tchernobyl, c'est ce qu'on dit, quelques morts, et puis peut-être quelques cancers plus tard, mais sinon, non, pas de problème. Comme si un tel désastre atomique, une telle quantité de radioactivité rejetée dans l'environnement, une telle quantité de radiation reçue par des dizaines de milliers d'humains, pouvait rester sans conséquence. Certains internautes, là, je vois, je crois que c'est Marit111 qui dit en Italie, ils ont pris des mesures et en France, non. Aujourd'hui, avec la distance du temps, on a l'impression quand même qu'il y a eu l'organisation d'un déni qui a été faite en France, sciemment, au moment des faits. C'était aussi une grande pagaille, vous voyez. Parce que en Italie, vous avez raison, les autorités ont tout de suite interdit aux gens de consommer les légumes à feuilles surtout, parce que les retombées sur les légumes à feuilles contenaient de l'iode, beaucoup d'iode, et c'est pas le nuage qui est dangereux, enfin si, il est dangereux, mais beaucoup moins que ce qu'on va manger qui a été aspergé par le nuage. Et au Bélarus, où il n'y a eu aucune précaution de prise, s'il y a eu autant de cancers de l'hétéroïde dans la population, et surtout chez les enfants, c'est parce qu'on a laissé consommer les produits du potager. On a laissé les gens boire le lait de leurs vaches, et même celle des kolkhozes, des productions d'État. Et c'est cette radioactivité incorporée qui a provoqué dans les années qui ont suivi tous les dégâts qui se transmettent, parce qu'il y a des choses qui se transmettent de façon épigénétique dans les générations suivantes. En Italie, ils ont pris des précautions. En Allemagne, ils ont pris des précautions. Et il y avait quelque chose qui était tout à fait curieux, c'est qu'à la frontière avec l'Allemagne, en Allemagne, on avait ramené les vaches à l'étable et on les nourrissait avec le fourrage de l'année d'avant. Et en France, on les laissait dehors. C'est incroyable quand même. Enfin, Ah oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe en France à ce moment-là? Pourquoi est-ce que les voisins essaient de prendre les… On est dans une situation en ce moment avec l'épidémie, évidemment, ça n'a rien à voir, mais on pose les mêmes questions finalement, qui est la rapidité de la décision politique par rapport à l'événement extérieur. Bon. Et là, on voit, vous décrivez l'Italie, l'Allemagne qui prend des décisions, et en France, il y a une sorte de statu quo, on attend que ça passe, on fait le dos rond. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Il n'y a pas que la France qui est en cause dans cette histoire, quelque chose qui est peu connu, mais c'est que 10 jours après Tchernobyl, à Copenhague, au bureau européen de l'OMS, une grande réunion des meilleurs experts, entre guillemets, internationaux de protection radiologique a été organisée. Vous aviez le président de la Commission internationale de protection radiologique, le docteur Dan Beininson, qui était là et qui présidait avec le président du comité scientifique des Nations Unies sur les effets des radiations, un Suédois, Bolinde. Médecin, lui, il n'en est pas de médecin. Et ces gens-là, alors il y avait une quinzaine d'autres experts qui étaient là, et un soviétique qui était venu pour raconter ce qui s'était passé. Et à l'issue de cette journée du 6 mai, le bureau européen de l'OMS a publié un communiqué qui disait textuellement ceci, après avoir décrit ce qui avait été échangé pendant la journée, qui pose ses conclusions. Les conclusions, c'est qu'aucune mesure de protection des populations n'est nécessaire. Ça, c'est l'OMS qui dit ça. Ce sont les grands responsables réunis par l'OMS à Copenhague. Et en tête, le document est en tête de l'OMS. Si bien que vous avez des conflits assez curieux qui ont dû avoir lieu, puisque en Italie, ils n'ont pas tenu compte de ça, et ils ont protégé leur population en leur interdisant de consommer, enfin en interdisant de vendre et de consommer les légumes pendant un certain temps. En Allemagne, ça a été balancé. Vous aviez les États tenus, enfin les Länder tenus par le Parti social-démocrate qui prenaient beaucoup de précautions parce qu'ils sont assez antinucléaires, et puis les Länder tenus par la CDU et la CSU qui, eux, prenaient moins de précautions. Et en France, on voit bien qu'ils étaient gênés aux entournures. Le communiqué le plus intéressant est celui du ministère de l'Agriculture, qui dit que oui, il y a des
il y a des retombées qui peuvent poser problème, il y a des retombées significatives, mais que ce n'est pas la peine d'en tenir compte. Bon, en gros. C'est un peu kafkaïen, quoi. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'ils ne peuvent pas aller contre le discours ambiant que le gouvernement, évidemment, tient à tenir. Gouvernement on est sous la présidence de Mitterrand, hein. Oui, bien sûr, oui. Et je crois que c'est pendant la cohabitation. Hein, oui, c'est 86, ça doit être la cohabitation avec Chirac. Voilà. On a connu. Et tous les deux hyper pro-nucléaires, puisque Mitterrand est celui qui a lancé le plus de constructions centrales et qui a fait le plus d'essais nucléaires. Et Chirac a prouvé, après, quand il a été élu président, qu'il voulait montrer ses muscles en faisant de nouveau exploser des bombes à Mururoa. Voilà, puisqu'on sait qu'il a commencé son premier quinquennat avec les essais de Mururoa. C'est ça, relancer les essais. Donc on avait là des personnages qui n'étaient pas enclins à alerter les populations françaises sur d'éventuels risques. Bon. Si vous voulez, et Tchernobyl, c'était la grande pagaille. Ça a été vraiment la grande pagaille au niveau international. Parce que les réactions dans les différents pays ont été extrêmement contrastées. Il faut bien le comprendre. Et après Tchernobyl, justement, des mesures radicales ont été prises au niveau de l'ONU pour que la prochaine fois, ça ne soit plus la pagaille. Et la prochaine fois, ça a été Fukushima. Et bien, je peux vous dire que leurs mesures étaient bonnes. Parce qu'après Fukushima, il n'y a pas eu la même pagaille. D'accord. Alors, vous avez parlé de l'OMS qui est aussi sous les feux de l'actualité en ce moment avec la crise du coronavirus. Donc, on voit que l'OMS, c'est quand même l'organisme international qui donne un peu qui doit donner le là sur les questions de santé. Oui. Sur la question du nucléaire, je crois que vous l'avez écrit dans la Comédie atomique, en tout cas je l'ai lu sous votre plume, il me semble. L'OMS, et l'exemple que vous venez de donner est caractéristique, ne s'occupe pas tellement de la question du nucléaire. Hein. Ça a l'air de ne pas les intéresser. Alors, non, c'est très différent. Quand vous dites ça n'a pas l'air de ne pas les intéresser, ça les intéresse, mais je vais vous dire pourquoi. Lorsque l'OMS a été créée, c'était juste après la guerre. En 1946, les réunions, les conférences préparatoires ont commencé et l'OMS a été créée au milieu de l'année 1948. À l'époque, c'était l'entrée dans l'âge de l'énergie atomique. Et la médecine était très fanat de l'entrée dans l'âge de l'énergie atomique parce que les réacteurs atomiques produisaient des radioisotopes qui allaient pouvoir être utilisés en médecine. Et à l'OMS, c'était ça, enfin à l'OMS, avant même que l'OMS n'existe, parmi les médecins qui préparaient sa fondation, c'était la grande question, obtenir des radioéléments le plus vite possible pour la médecine. Et jamais ils ne se sont préoccupés des effets sur la santé des irradiés de Hiroshima et Nagasaki. Marie de 111 rappelle que c'est vrai qu'il y a des vieilles publicités, des vieilles affiches sur des crèmes de beauté au radium, par exemple. Oui, mais ça, c'est pas l'OMS. Ça, oui, c'est non, des marchands. Mais sur les utilisations, sur les utilisations un peu exotiques. Oh, oui, il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. Avant-guerre, on estimait que le radium présent dans certains phosphates boostait l'agriculture. Vous donniez les superstitions qui couraient sur les vertus énergisantes du radium. Donc l'OMS a été créée donc, dans un contexte où l'entrée dans l'âge de l'énergie atomique faisait fantasmer tout le monde, et en particulier les médecins, qui allaient avoir beaucoup de radioisotopes. Et jusqu'en 1954, au moment où après le discours d'Eisenhower, Atoms for Peace, devant l'ONU, qui annonçait que les États-Unis allaient promouvoir le développement de l'énergie atomique commerciale dans le monde entier, l'OMS n'avait jamais été interpellée sur qu'est-ce qu'il prévoyait comme mesure de protection pour la population. Et il se trouve que le représentant de l'Autriche a posé publiquement la question dans une réunion du bureau exécutif au directeur général de l'OMS de l'époque. Il lui a dit, écoutez, là, le président Eisenhower des États-Unis vient de nous annoncer qu'on allait développer beaucoup d'énergie nucléaire. Nous, on sait qu'il y a quand même des radiations qui sont liées avec ça. Bon. Et qu'est-ce qui est prévu pour la protection des populations? Quelles sont les limites? Vous voyez, ces choses-là. Et il n'y avait rien. C'est-à-dire que pendant 1 an, l'OMS est restée muette et n'a pas su répondre. Et puis elle a découvert qu'il existait une petite commission internationale de protection radiologique, qui avait un dossier et qui avait publié de façon assez confidentielle des recommandations.
ils sont dit bingo, pas besoin de créer chez nous un département spécialisé, on va s'affilier à la Commission internationale de protection radiologique. Or, cette commission, pour des raisons historiques que je décris dans mon livre, était entièrement composée de personnes fanatiques de l'entrée dans l'âge de l'énergie atomique. Et comme c'est une commission indépendante de droit privé qui coopte ses membres, cette idéologie, cette doctrine, ce rôle, cette mission qu'elle s'est donnée dès le début reste. Et après Tchernobyl, j'ai trouvé tout à fait logique que l'OMS dise qu'il n'y aurait pas de conséquences, que ce n'était pas la peine de protéger les populations. Parce que si elle avait dit le contraire, alors l'énergie atomique aurait été remise en cause. Et sérieusement. Alors, vous dites qu'aujourd'hui, avec que l'ONU a pris la question à bras-le-corps et a établi des règles qui ont été appliquées avec Fukushima et qui font que ça n'a pas été le bazar à Fukushima. Est-ce qu'on peut les caractériser, ces règles? Qu'est-ce qu'il faut? Et parce qu'il y a une question d'une internaute, la Grand Cyranique, qui dit: qu'est-ce que la France a prévu en cas d'accident nucléaire? Il y a une sorte de méthodologie qui a été, il doit bien avoir quelque chose quelque part pour nous dire quoi faire si un jour ça recommence. Bon, alors tout ça s'inscrit dans l'histoire, et autant dire l'histoire comme elle s'est produite. En septembre 1987, donc un an après Tchernobyl, l'OMS a créé un groupe qui s'appelle REMPAN. Bon, ça veut dire en gros un groupe international d'experts chargé de préparer les interventions en cas de crise radiologique majeure. Il s'agit d'établir une culture internationale de ce qu'on doit faire quand il y a une crise radiologique majeure. Chaque année, ces groupes organisent des conférences, des simulations, il y a des entraînements, si vous voulez. Et en octobre 1995, la doctrine a été présentée. Et c'est la vérité, elle a été présentée à Hiroshima. Et cette doctrine définit les seuils de radioactivité tolérables pour la population en cas d'accident atomique, en cas de crise radiologique majeure. Et ce sont ces limites qui ont été retenues pour gérer Fukushima. On avait des guidelines, comme on dit en anglais, on avait des lignes directrices pour faire ce qu'il fallait faire. Alors, je les rappelle assez rapidement. Pendant la crise, c'est-à-dire quand la radioactivité circule dans l'atmosphère de façon significative, la limite de mise à l'abri ou d'évacuation, c'est 100 millisieverts, c'est-à-dire 100 fois la dose limite annuelle. Ça ne veut rien dire pour les gens qui ne comprennent pas qu'il y a des effets à long terme d'une telle irradiation. Alors, pour l'illustrer, nous avons une grande étude anglaise qui a été faite qui a été publiée en 2012 pour ce qui concerne l'irradiation des enfants pendant la période où ils sont enfants, c'est-à-dire 0-14 ans. Eh bien, si durant cette période, dans une population d'enfants, on ajoute 1 millisievert en 14 ans, le nombre de leucémies va augmenter de 12%. Heureusement, la leucémie est une maladie rare, si vous voulez. Mais si vous mettez 100 millisieverts d'un coup, vous voyez, hein, l'augmentation des leucémies. Et c'est ce qu'au Bélarus, le gouvernement et les autorités s'acharnent à cacher. C'est le nombre de leucémies. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont pris des doses beaucoup plus élevées. Et donc, le nombre de leucémies dans la population infantile, après Tchernobyl, a véritablement augmenté de façon extrêmement spectaculaire. Alors ça, c'est pendant la crise. Et puis ensuite, vous avez une période qui est la période, en gros, qu'on pourrait dire de décontamination. C'est-à-dire que là où il est beaucoup tombé de radioactivité, il faut nettoyer, etc. Bon, au Japon, ils ont mis ça dans des sacs et puis ils ont entreposé les sacs où ils pouvaient. Bien. Alors, durant cette période, c'est 20 millisieverts par an. Alors, 20 millisieverts par an, c'est la dose limite pour les travailleurs de l'industrie atomique, qui sont des gens sélectionnés, parce qu'on fait des tests biologiques sur eux pour voir s'ils résistent bien aux radiations, normalement, quand on fait les choses sérieusement, ce qui n'est plus vraiment toujours le cas. Et ensuite, dans les années qui suivent, qu'on a cette décontamination, eh bien, on n'applique la règle de Tchernobyl, celle qui a été promulguée par l'OMS, ou défendue par l'OMS en 1989, 5 millisieverts par an durant toute votre vie. C'est la limite. Si vous dépassez ces limites, il faut évacuer. Et comme ces limites sont en fait relativement élevées,
eh bien, ça limite les coûts des évacuations, parce qu'on a moins de monde à évacuer. Donc, c'est une doctrine, si vous voulez, qui est une doctrine pour un peu protéger et beaucoup limiter les dépenses. Alors néanmoins, il y a quand même des décisions sur Fukushima, hein, par exemple, qui étonnent ou qui choquent. Il y a une référence qui est faite dans le chat là, par un internaute que je vois plus parce que ça a défilé, qui dit, on sait que par exemple qu'à Fukushima, ils ont annoncé qu'ils allaient reverser dans l'océan Pacifique l'eau, les stocks d'eau qui ont été irradiés. Enfin, c'est des stocks d'eau qui ont servi à refroidir les installations ruinées, c'est-à-dire en gros essentiellement les réacteurs qui ont explosé. Voilà, c'est Banzai86 qui a posé la question. Oui. Alors, si vous voulez, moi j'ai vu les rapports. Un ami m'a envoyé le rapport de TEPCO, en japonais, mais heureusement, maintenant, avec le moyen de traduction automatique, on arrive à le traduire assez rapidement. Donc, TEPCO, qui est l'opérateur, l'exploitant, qui a entamé des travaux absolument gigantesques à Fukushima. Et on peut retenir pratiquement jusqu'à une fraction de millième de pourcent pratiquement tous les radioéléments qui sont emportés par cette eau de refroidissement avant de la stocker, sauf un radioélément qui est l'hydrogène radioactif, le tritium. Alors, dans un réacteur atomique, vous avez une grosse production de tritium en permanence, qui est un élément comme l'hydrogène qui diffuse très facilement. Et au moment de l'explosion des réacteurs, d'après leurs chiffres, les 3/4 sont partis dans l'environnement. Donc, grosso modo, il resterait 1/4 du tritium initial dans les millions de mètres cubes qui sont, le million de mètres cubes, qui est à peu près 1000 réservoirs de 1000 mètres cubes, qui ont été construits autour sur le site. C'est un rapport avec la notion des demi-vies, Marie? Alors, ça ne joue pas. Non, là, on n'est plus dans les questions des millisieverts parce qu'on ne pourra jamais mesurer l'augmentation de radioactivité subie par la population quand on aura rejeté ce tritium dans l'océan Pacifique. On le fera certainement progressivement parce qu'il n'y a aucune raison de le rejeter d'un coup, ce qui serait stupide. Bon. Et on peut le rejeter s'ils le font correctement d'un point de vue technique, il faut le faire en profondeur. Puisque les couches ne se mélangent pas et le tritium, au bout de quelques dizaines d'années, il a disparu parce qu'il se désintègre pour moitié tous les 12 ans. Donc, il y a la fameuse demi-vie. Hein. Oui, la demi-vie, c'est-à-dire que tous les 12 ans, la radioactivité d'une quantité donnée de tritium est divisée par 2, et ainsi de suite. Et alors, il se trouve que le dossier est très politique, comprenez ? Parce qu'au Japon, et on les comprend, l'idée de rejeter du tritium dans l'océan, ça veut dire que les pêcheurs sont angoissés, sont alertés. Mais mon Dieu, notre poisson va être radioactif. Ouais. Et puis, même s'il ne l'est pas beaucoup, parce qu'il n'a jamais été très, très radioactif après Fukushima, par rapport à ce qui se passe au Bélarus, c'est vraiment de 2 ordres de grandeur en dessous, les gens, s'ils voient marqué poisson de tel endroit, ils savent que c'est près de Fukushima, ils ne l'achèteront pas. Ouais. Donc, on a un contexte politique et social qui est très opposé à ces rejets. Oui. Voilà. Et moi, personnellement, je dis que d'un point de vue technique, ce serait tout à fait faisable. Ça ne plaît pas à beaucoup de gens. Je les comprends, puisque les alarmes ne sont pas injustifiées, si vous voulez, compte tenu de l'expérience qu'ils ont vécue. C'est tout. Hein. Et compte tenu des idées qu'on a sur les dangers de la radioactivité. Et c'est intéressant, parce que ça montre que même si on peut penser, parce que si vous saviez ce que les essais de bombes à hydrogène ont mis comme tritium dans l'océan, par rapport à ce qu'on s'apprête à rejeter, c'est 1 million de fois plus. Je pèse mes mots, 1 million de fois plus. Vous voyez. Bon. Les fameux essais à Mururoa et compagnie. Non, c'est surtout les grands essais des bombes super puissantes de Bikini. Les Américains. Oui, les Américains en 1954, le total, c'était quand même 45 mégatonnes en 2 mois. Ouais. Bon, vous imaginez les quantités de tritium qui ont été rejetées dans l'environnement. Au total, c'était des quantités de radioactivité qui étaient plusieurs, je ne vais pas dire de bêtises, mais plusieurs milliers de fois celles des 2 explosions de Hiroshima et Nagasaki. Donc, c'était
vraiment une atteinte à l'environnement absolument formidable et terrifiante. On ne sait plus du tout les mêmes ordres de grandeur. Donc, il faut quand même relativiser les choses pour arriver un jour à prendre une décision qui soit reconnue comme la moins mauvaise possible. D'accord. Et ça, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est difficile. Alors, on voit effectivement, ça draine dans l'imagerie populaire, quantité d'images. Il y a un internaute qui parle du poisson à 3 yeux des Simpsons à côté de la centrale nucléaire. Il y a Godzilla, le lézard monstrueux, qui était déjà une métaphore c'est les mangas japonaises. Oui, c'était fait dans la foulée d'Hiroshima et Nagasaki. C'était une métaphore de la fin de la Seconde Guerre mondiale pour le Japon. Mais justement, puisqu'on est sur cette imagerie comme ça, populaire, portée par la télé et la vidéo, le cinéma, il y a eu des questions sur la série télé Tchernobyl, qui a eu un succès énorme. C'est une série extrêmement bien produite, qui a été faite par HBO, qui a été diffusée il y a peut-être 2 ans maintenant. Je crois qu'elle est repassée sur M6 il n'y a pas très longtemps. Et il y a certains internautes qui posaient la question tout à l'heure. Ils disaient, bon, mais est-ce que c'est une bonne illustration de ce qui s'est réellement passé? Voilà, c'était Kouliel hier qui pose la question. Bonjour, est-ce que la mini-série Tchernobyl, qui d'ailleurs était toujours... on communiquait... toutes les chaînes communiquaient sur Tchernobyl sans le T devant. Ils avaient adopté une graphie, la graphie américaine. Voilà, la graphie américaine. Peut-être pour différencier, pour créer une différence par rapport aux faits historiques. Donc, est-ce que cette mini-série est fidèle à la réalité historique? Ça prend aux tripes et ça fait froid dans le dos. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors, d'abord, sur le plan historique, pratiquement en rien. C'est-à-dire qu'il n'y a que 2 événements qui sont correctement situés dans la série, c'est la date de l'accident et la date du procès des boucs émissaires, c'est-à-dire des 6 responsables de la centrale qui ont été traduits dans un tribunal à huis clos et qui ont été condamnés à des peines d'ailleurs assez peu appliquées, au sens où moi personnellement, j'ai rencontré à Tchernobyl en 88, donc 1 an après le procès, une des personnes condamnées, Alexandre Kovalenko, qui avait été condamné à 3 ans. Alors, il n'a pas fait la prison, mais on l'a envoyé à Tchernobyl comme responsable de la communication du Kombinat Tchernobyl, chargé de gérer le site. Bon. C'est piquant, quand même. Ben oui, c'est assez amusant de faire les recoupements, si vous voulez. Bon, alors cette série est complètement fausse sur le plan du déroulement des opérations parce qu'elle ne rend pas compte de l'essentiel. C'est-à-dire que tout de suite, dans les heures qui ont suivi l'accident, le schéma d'intervention était défini et le sarcophage était terminé en octobre. Par ailleurs, elle ne rend absolument pas compte, et c'est fort dommage, de quelle était l'atmosphère, quelles étaient les conditions de travail sur le site. C'était un chantier dantesque. J'ai mis quelques photos, là, je ne sais pas si vous allez les montrer, mais c'était un chantier... Si Valentin a la main là, sur les photos, on peut peut-être regarder quelques photos. Allez-y, Yves Lenoir. Alors, une des photos montre, par exemple, la centrale à béton, qui a été mise en place au bout de 2-3 mois, même pas, pour produire le béton qui allait servir à construire les fondations du sarcophage et remplir les caissons en acier qui ont constitué le sarcophage. Vous aviez les hélicoptères qui tournaient sans arrêt pour jeter des produits pour essayer d'éteindre l'incendie. Ça a duré 10 jours. Ensuite, ils jetaient des produits pour coller la radioactivité au sol, pour éviter que le vent, la pluie, la sécheresse ne fassent qu'elle s'envole, pour que les travailleurs qui prenaient des radiations ne respirent pas trop de saleté. Vous voyez, il y avait tout ça, c'était en permanence. Donc, il y avait une noria de camions, vous aviez d'énormes structures métalliques qui arrivaient, qu'il fallait monter pour construire le sarcophage. Bref, c'était un chantier colossal, géré comme une bataille. Parce qu'il fallait aussi se protéger contre l'ennemi qui était là, les radiations. Bon. Et ça, c'est pas du tout rendu. Alors, par ailleurs, je fais bonjour à Brocoli Malin qui dit « Je découvre l'existence de la chaîne, c'est cool. Cette chaîne, donc, il faut vous abonner si vous voulez savoir qu'est-ce qu'on y fait. Tous les jeudis à 17h30, on a une discussion avec un scientifique, une scientifique sur un thème donné. Aujourd'hui, c'est la catastrophe de Tchernobyl. Je me rends compte qu'il y a peut-être 2 séries sur Tchernobyl, parce que moi, j'ai vu celle d'HBO,
avec l'acteur qui joue dans The Crown. Mais apparemment, il y a une autre série sur Amazon Prime, donc Amazon Prime qu'on connaît bien sur Twitch, puisque c'est. Et alors, je ne vois pas du tout ce que c'est que cette série sur Amazon Prime. Peut-être que les internautes peuvent nous faire quelques commentaires là-dessus. Oui, il y a une deuxième, un mélodrame russe. Bon, ben, peut-être vous pouvez nous donner quelques infos là sur le chat. Donc voilà, il y a bien. Ben, après tout, c'est une fiction, et donc il faut prendre la fiction pour ce qu'elle est. Et il ne faut pas avoir l'impression de se documenter historiquement sur les faits en regardant la série. Oui, Yves Lenoir. Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que bon, cette série, à mon avis, est à oublier, mais effectivement, elle a ramené Tchernobyl sur le devant de la scène, et d'une certaine façon, c'est pas totalement inutile, bien entendu. Bon. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si cette série a été faite par quelqu'un qui n'y connaissait pas grand-chose, c'est clair, et qui s'est emparé de quelques idées ou de quelques choses qu'il avait lues dans des livres ou qu'il avait peut-être vues ici ou là sur des reportages, les Soviétiques ont construit une histoire de Tchernobyl. Il ne faut pas oublier que la communication était au cœur de la politique soviétique. C'était la propagande, la communication, c'était la chose la mieux contrôlée, si vous voulez. Et en particulier à Tchernobyl, on a recouru à la grande méthode classique pour construire l'histoire dans l'Union soviétique, c'est la fabrique des héros. Donc, on a, de même qu'il y avait eu Stakhanov, par exemple, ou des gens comme ça, eh bien, on a construit une imagerie de héros à Tchernobyl. Je vais vous donner un seul exemple. Des pompiers de Pripyat sont intervenus la nuit de l'accident pour éteindre le feu, non pas du réacteur, mais des toits en bitume des autres réacteurs. Parce que si le feu s'était propagé, on perdait tout le site. Donc, ils sont intervenus dans des conditions très dangereuses, et il y a eu parmi eux une trentaine de décès. Mais ils n'étaient pas les seuls. Alors, c'est ceux-là dont on a tout de suite parlé. Ah, les pompiers, le sacrifice, ils sont venus, on ne les avait pas informés, ils ont pris des doses, ils sont morts. Et il y a tout un mélodrame qui tourne autour de ça, leur femme qui était enceinte, une femme qui était enceinte. Dans la série, on la montre, mais historiquement, c'est faux. Elle n'a pas accouché en décembre, elle a accouché en juillet. Donc la chronologie n'est pas compatible avec un enfant mal formé. Il était sans doute mal formé avant, puisqu'il était mal formé. Enfin bref, des choses qui sont pas très correctes sur le plan déontologique. Parce que, évidemment, que Mazin, le réalisateur, savait qu'elle était morte, qu'elle avait accouché en juillet et pas en décembre. Mais vous aviez des centaines d'employés de la centrale qui sont intervenus. C'était leur centrale. Ils voulaient la sauver. Et parmi eux, il y a eu énormément d'irradiés, de gravement irradiés, qu'on a dû envoyer à Moscou pour se faire soigner, ou à Kiev quand ils étaient moins touchés. Bon, ces gens-là, on n'en parle jamais. Pourquoi ? Parce que le mythe, c'est que la responsabilité de l'accident est à la centrale, et uniquement à la centrale. Donc il n'y a pas de héros à la centrale, il n'y a que des coupables, désignés ou implicites. Or, quand on connaît l'histoire de l'énergie atomique en URSS, les responsables, ils étaient tout à fait ailleurs. C'était ceux qui appliquaient les directives du plan et qui faisaient en sorte qu'on construise les centrales le plus vite possible. Tchernobyl a été mise en service avec 1 an d'avance sur le programme. Pourquoi ? Parce qu'on était bien vu quand on allait plus vite. Et Tchernobyl a eu le nom de Lénine parce qu'elle était considérée comme une centrale héroïque. Elle avait été construite dans des temps absolument records. Oui, puisque la centrale de Tchernobyl ne porte pas le nom de Tchernobyl, en fait. Elle s'appelle Lénine, je crois. Lénine, oui, on lui a décerné le nom de Lénine pour la récompenser d'avoir été construite dans un temps record. Donc on récompensait tous ceux qui avaient contribué à cette prouesse de construire une centrale de 4 réacteurs dans un laps de temps ultra court. Alors, Brocoli Malin rappelle qu'effectivement, c'est une série télé et qu'elle n'a pas vocation à être prise pour un documentaire historique. Il y a un autre internaute qui posait la question, il disait qu'il avait lu souvent qu'on faisait un lien de rapport de cause à effet entre l'accident de Tchernobyl et la disparition de l'URSS quelques années après. Est-ce que l'accident, est-ce que le désastre de Tchernobyl est effectivement un marqueur et une étape, un palier vers la disparition de l'URSS ? Alors, pour diverses raisons, oui. La première est politique, si on peut dire.
vu les conséquences gravissimes de Tchernobyl, aussi bien en Biélorussie qu'en Ukraine, le rejet de Moscou a été immédiat, surtout en Ukraine, qui est un pays avec une population beaucoup plus nombreuse, qui est plus éloigné de Moscou que la Biélorussie, et où le mouvement antinucléaire a nourri les revendications d'indépendance. J'ai assisté à Kiev à des manifestations, c'était clair. Tchernobyl nourrissait le ressentiment contre Moscou et le désir d'indépendance. Mais aussi sur le plan économique, parce que Tchernobyl a mobilisé une quantité de ressources qu'on a peine à imaginer, et que seul un pays centralisé comme l'Union soviétique, qui en plus avait une doctrine en cas de guerre atomique, était capable de déployer dans un temps record. Il faut quand même, vous imaginez, ils ont mis 3 mois pour construire le sarcophage. C'est hallucinant, c'est absolument hallucinant. Et cette capacité de mobilisation a coûté énormément d'argent. On estime que le coût global pour l'URSS, donc les 3 républiques les plus touchées, Russie, non, excusez-moi, pour la Russie, on ne connaît pas les coûts, mais pour la Biélorussie et l'Ukraine, le coût total de l'accident et de ses conséquences, c'est 430 milliards d'euros. Et compte tenu que le coût de la vie est 7 fois inférieur, le niveau de vie est 7 fois inférieur à celui qu'on a en France, ça correspond donc à plus de 2000 milliards d'euros. Si l'accident avait lieu en France. Donc c'est l'équivalent du budget d'un pays comme la France, annuel. Alors, l'heure, c'est passionnant, donc on ne voit pas l'heure défiler, mais pour toi, elle défile. Il est 18h45, ça fait, normalement, il ne reste plus qu'un quart d'heure ensemble dans cette 1h30 de direct sur le thème de la catastrophe de Tchernobyl. Vous pourrez revoir l'entièreté de cet entretien avec Yves Lenoir, spécialiste des questions de radioprotection et président de l'association Enfants de Tchernobyl Bélarus. Vous pourrez la revoir entièrement sur le site de Sciences et Avenir. Il y a une question sur Tchernobyl aujourd'hui, parce que, alors, est-ce que c'est un effet de la médiatisation? C'est devenu une sorte de parc d'attraction de la catastrophe. On en a parlé ensemble, Yves Lenoir, la centrale, oui. Les gens y vont pour s'encanailler, quoi. Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que ça vous évoque, cette démarche-là, d'aller maintenant faire du tourisme à Tchernobyl? Pour le gouvernement ukrainien, c'est de bonne guerre. Ils ont besoin de devises et ils ont distribué des licences à des tours opérateurs. Et je pense qu'il y a pas mal d'argent qui revient dans les caisses de l'État, ou il faut l'espérer que c'est dans les caisses de l'État d'ailleurs. Pour vous donner une idée, le coût, c'est d'après ce que j'avais vu, moi, quand je m'étais intéressé à cela, c'était déjà il y a 8-9 ans, c'était l'équivalent de 4000 francs suisses à l'époque. Or, moi, je suis allé à Tchernobyl plusieurs fois. Quand on se débrouille bien, ça vous coûte 400 €. Voyage compris. Mais maintenant, c'est plus possible. Maintenant, il faut passer par les tours opérateurs. Donc, c'est déjà quand même la vache à lait qu'on traite allègrement. Bon. Mais la vache à lait, elle est consentante, puisque les gens veulent se donner des impressions ou sont curieux, simplement, de voir qu'est-ce que c'est. Alors, ils ne voient plus grand-chose, hein, parce qu'ils ne peuvent pas imaginer ce que c'était à l'époque. Ils ne peuvent pas. Même ce que c'était que moi, quand je l'ai vu en 88, il y avait encore beaucoup d'activités qui étaient liées aux précautions qu'il fallait prendre à cause d'un contexte extrêmement radioactif. C'est resté radioactif, bien entendu, on ne peut pas l'éviter, mais c'est beaucoup moins radioactif qu'à l'époque. Et cette activité touristique marche bien, mais je pense qu'elle n'est pas inutile, pas seulement parce que le gouvernement ukrainien et quelques entreprises y gagnent de l'argent, mais parce qu'on ne revient pas indemne de Tchernobyl. Quand on a vu qu'une ville entière, toute neuve, a été abandonnée en l'espace d'1 jour à cause d'un accident atomique qui s'est produit à quelques kilomètres, on commence à réfléchir, si vous voulez. Et c'est pas par précaution qu'ils l'ont abandonné. C'est parce que s'ils l'avaient pas fait, probablement que tout le monde serait mort en quelques semaines. Il fallait s'en aller. Et ça, moi, je pense que si les gens réfléchissent un peu, s'ils se laissent pas abuser par
un instinct éventuellement voyeuriste, ou bien par le fait qu'on leur fait croire que c'est dangereux, alors on leur met une combinaison alors qu'elle ne sert à rien, bon, des choses comme ça. Bon. S'ils ne se laissent pas abuser par ça, alors je pense qu'ils peuvent être touchés et que ça peut les amener à réfléchir, et ce n'est pas une mauvaise chose. Alors, Pripyat Photo nous dit « Tourisme avec respect, oui, mais là-bas, certains comportements sont limite, sans compter les dégradations, tags, etc. » Bien sûr. Il y a eu une autre réaction d'un internaute que j'ai vu passer tout à l'heure qui relevait que autour de Tchernobyl, il y a une nature aujourd'hui qui est foisonnante, notamment parce que dans la zone d'exclusion des 30 km autour de la centrale, il n'y a plus d'activité humaine. Ce retour de la nature, des espèces animales, etc., est-ce qu'elle n'est pas étonnante finalement? Alors, comme vous savez, les animaux sauvages craignent essentiellement l'homme. La zone d'exclusion, pratiquement, est totalement inhabitée. Donc, les animaux qui sont des animaux qui se déplacent, eh bien, ils y trouvent un refuge contre l'homme, contre la menace que représentent pour eux les hommes. Donc, il est normal qu'on y trouve des animaux qu'on voit en moindre nombre ailleurs. Maintenant, cela entretient une légende, c'est que les conditions de vie y seraient bonnes. Et ce n'est absolument pas le cas. Toutes les études scientifiques menées dans la zone montrent que tant la végétation que même la microfaune du sol, c'est-à-dire les microbes, les bactéries qui sont dans le sol, jusqu'aux oiseaux et en passant par les rongeurs et les grands animaux, souffrent de cette radioactivité. Ces études ont commencé tout de suite après Tchernobyl, donc elles sont très très bien documentées. Il suffit d'aller lire la littérature sur la question, et on voit qu'il y a des relations de cause à effet direct entre la mortalité, les malformations, le nombre même d'une espèce donnée. Il y a une relation directe avec la radioactivité. C'est-à-dire que plus il y a de radioactivité, moins la population est dense de quelque organisme que ce soit une araignée, un oiseau ou un rongeur, si vous voulez. Bon. Plus le sol souffre, c'est-à-dire que et la végétation souffre parce que la radioactivité empêche la décomposition correcte des déchets végétaux, et donc la minéralisation des déchets végétaux se produit mal et les plantes ne sont pas bien nourries par cette décomposition. Ça a été très bien observé. Et chez les grands animaux, quand ce sont des animaux sédentaires, on note la même chose que chez les petits animaux. Alors, maintenant, vous avez des animaux nomades, qui sont les loups, qui sont les sangliers, etc. Là, c'est plus difficile à observer. Et ceux-là, ils sont très, très faciles à voir, puisqu'ils sont nombreux. Alors, on emmène les touristes, on leur dit, voyez comme c'est bien. Regardez. Alors, il y a des spots, je pense qu'on met un peu de nourriture pour être sûr qu'ils soient là, où on va leur montrer des sangliers, des chevreuils, ou des bêtes comme ça. Mais quand vous étudiez scientifiquement la chose, alors vous avez un tout autre tableau. C'est un désastre pour la vie. On a évoqué rapidement pendant cet entretien l'ancienne République de Biélorussie, le Bélarus désormais. Votre association, Yves Lenoir, elle s'appelle Enfants de Tchernobyl Bélarus. Ça veut dire que le Bélarus, alors qu'on le rappelle, Tchernobyl, ça n'est pas en Biélorussie, c'est en Ukraine. Oui. Le Bélarus semble avoir été touché particulièrement, la population dans sa chair, par la catastrophe. Pourquoi ? Oui. Parce qu'ils ont reçu les retombées avec le nord de l'Ukraine et le sud-ouest de la Fédération de Russie. Vous avez toute une zone qu'on avait vue sur la carte qui a concentré l'essentiel des retombées pour des raisons qui sont liées à la météo et probablement, je le pense parce que j'ai regardé la chose de près, aux mesures de contrôle des retombées. De même qu'on contrôlait la pluie pour que la place rouge que le défilé de la place rouge se passe toujours sous le soleil, oui. Eh bien, on peut très bien contrôler les retombées radioactives avec les mêmes procédés. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que les autorités de l'époque auraient pu faire pleuvoir
Bien sûr. en, Oui, en oui. Biélorussie. Des tas d'installations, des tas d'installations stratégiques et des tas de grandes villes qui auraient dû recevoir de fortes retombées ne les ont pas reçues. C'est quand même assez intriguant, si vous voulez, pour le moins. Bon. Et il se trouve que, compte tenu des caprices de la météo, les périodes cruciales, c'est quand ces nuages très chargés et passaient au-dessus de la Biélorussie et de cette zone du sud-ouest de la Russie et du nord de l'Ukraine, et que la pluie menaçait. Kiev aurait été sans doute rendu inhabitable si ces mesures n'avaient pas été prises. Très probablement. Je dis très probablement. Parce que le nuage est passé pendant longtemps sur Kiev, pendant longtemps à très forte densité, et les retombées à Kiev sont très faibles. Je les ai mesurées. Et il a plu pendant cette période. Donc c'était tombé avant, si vous voulez. Les nuages avaient été purgés, en d'autres termes. Ça, on peut le penser. Alors maintenant, les conséquences sont que la population biélorusse a un état de santé qui se dégrade continuellement depuis l'accident. Alors, on voit la carte, hein, là, qu'a mise Oui, vous Valentin, avez la carte carte. que Là, vous nous avez fournie. vous voyez bien les deux grandes taches, hein, juste à côté de la centrale, et puis un peu plus au nord, c'est une tache qui est contiguë avec la Fédération de Russie et le Bélarus. Hein. Donc ça, c'est les deux grandes zones de retombées. Et puis vous avez vers l'ouest, sous la centrale, vous avez la partie de l'Ukraine qui a été très touchée aussi par des retombées. Alors, il y a un internaute qui nous dit, Flopfer dit, comment le contrôle de la météo est-il possible? Alors, je t'invite, Flopfer, à regarder le replay de l'émission parce que plus tôt dans l'émission, Yves Lenoir a parlé de ces fameux sels Iodure d'argent, oui. C'est du iodure d'argent qui, disséminé dans les nuages, peut provoquer l'agrégation de la pluie. Quoi. Provoque la pluie. Bon, et même des orages. Ça peut même provoquer des orages. Parce que quand vous faites condenser la vapeur d'eau, ça dégage de la chaleur et le nuage monte. Et vous pouvez déclencher des orages. Donc là, vous avez décrit comment le Bélarus a été particulièrement touché par les radiations à l'époque. Et aujourd'hui encore, eh bien, on constate dans les populations une présence plus importante de maladies, une mortalité importante chez les enfants. Alors, la mortalité chez les enfants, non, au début, c'était surtout des avortements thérapeutiques qui ont été pratiqués pour que les enfants dont les malformations étaient visibles ne naissent pas. Alors, il y a des courbes là, à l'écran aussi. Hein. Là, on voit bien, la courbe en rouge, c'est celle des avortements thérapeutiques, et en bleu au-dessus, c'est celle des naissances. On voit donc un nombre d'avortements thérapeutiques extrêmement élevé jusqu'en gros autour de 2005-2006. Et après, ça a décru. Vous avez surtout un état de santé générale de la population qui s'est dégradé. Avec les mêmes critères, on a 5 fois plus d'enfants malades chaque année qu'à l'époque de Tchernobyl, et chez les adultes, 4 fois plus. Ce qui veut dire que la population a été fragilisée, puisqu'on est quand même à la 3e génération, a été fragilisée, et que cette fragilité liée aux doses reçues par les gens se transmet. Et ce n'est pas du tout génétique, hein, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est très peu étudié, et en tous les cas, si ça a été très bien étudié sur les rongeurs, il y a eu des publications, il n'y a pas d'études financées pour les hommes. Donc, comme je l'ai écrit, on se trouve que dans une situation où la science montre qu'il doit y avoir des effets, mais comme on ne les documente pas, eh bien, on est dans le brouillard. Alors, Valentin a publié là à côté de nous, on voit des dessins d'enfants. Vous pouvez nous en parler peut-être, Yves Lenoir, de ces dessins d'enfants? Ces dessins d'enfants sont assez remarquables quand on pense qu'ils ont été dessinés plus de 30 ans après Tchernobyl. Cela, c'est de 2016. Ce dessin-là, donc la petite fille, hein, qui a 8 ans ou 9 ans, qui a fait ce dessin qui est vraiment extraordinaire. Hein. Il faut imaginer un enfant de cet âge prendre sa gouache et comme ça lancer des traits de pinceau pour représenter ce qu'elle imagine être l'accident. Ça veut dire qu'il y a la mémoire qui passe, si vous voulez. Quand on raconte aux enfants ce qui s'est passé, leur imagination travaille. Et il y a une bonne raison à cela. C'est que quand on se promène en Biélorussie, on ne peut pas manquer de voir des panneaux « Attention, radioactivité »,« Zone interdite »,« Ne pas pénétrer » dans tel bosquet, par exemple. Vous voyez, il y en a partout. Vous roulez sur la route, vous vous arrêtez, comme on l'avait fait nous, dans une cafétéria ou une sorte de restaurant quand vous vous déplacez. Eh bien, juste à côté du restaurant, mais vraiment à côté, à 10 mètres, vous avez une barrière avec marqué « Danger ».
et vous avez le sigle de radioactivité, ne pas entrer dans ce bosquet. Incroyable. Il y en a partout. Mmh. D'ailleurs, l'autre dessin que j'ai donné le montre avec cette petite l'ourson. Le dessin est très apprécié par oui, nos et l'autre, mettez hein. l'autre, vous allez voir, il est quand même extraordinaire, l'autre dessin. Vous voyez? Donc ça, c'est une fillette un peu plus âgée, et elle a décrit la situation avec une force incroyable. Une enfant, ça pense qu'à jouer, donc elle a son nounours qu'elle a mis sur la fenêtre, et qu'est-ce que voit le nounours? Des barbelés avec un sigle radioactivité, ça veut dire qu'il ne faut pas passer les barbelés. Et c'est une situation assez générale dans les zones contaminées, que résume en un rien de temps un enfant quand on lui demande de dire comment il voit les choses. Voyez. J'ai eu un coup de fil, moi aussi. J'ai eu un coup de fil de Morpheus, pour reprendre l'expression d'un de nos internautes. Est-ce qu'il y a des choses à faire concrètement aujourd'hui pour les enfants de Biélorussie? C'est ce que nous faisons. C'est-à-dire que le problème, c'est que là-bas, si vous voulez, ce qu'il faut, c'est que les gens soient informés. Et que si un enfant est contaminé, il soit détecté. Et c'est le rôle de l'Institut que nous finançons, c'est quand même 200 000 € par an, avec une trentaine de personnes qui travaillent là-bas, c'est d'intervenir dans les écoles, dans des missions, pour régulièrement mesurer la radioactivité des enfants, repérer ceux qu'il faut aider à se décontaminer, voir avec les parents comment éviter que ça continue, parce qu'il faut évidemment trouver la source. Donc il y a un interrogatoire, d'où vient cette radioactivité? Ça veut dire que ces enfants fréquentent des lieux qui sont radioactifs? C'est-à-dire que c'est surtout qu'ils consomment des produits radioactifs. Ça peut être le lait, ça peut être les champignons, ça peut être les baies, ça peut être le gibier, ça peut être le poisson des étangs. Et comme c'est des gens pauvres, une grande partie de leur nourriture vient de la forêt, ou de la vache familiale, ou du potager familial. Et dans ces régions-là, où la radioactivité est partout, si on y prend garde, on peut se contaminer très facilement. Il y a des accidents de contamination de moins en moins fréquents dans les zones où intervient l'Institut dont je vous ai parlé, l'Institut Belrad, mais il n'a pas les moyens de couvrir toutes les zones contaminées. Belrad, en gros, c'est 5 à 10% des populations menacées qui sont aidées par Belrad. Et on ne peut pas faire plus. Mais il faut le faire, parce que sans Belrad, nous ne savons même pas ce qui se passe. Nous ne saurions rien sans Belrad. Là, au moins, on a régulièrement, tous les mois, une information sur les mesures qui ont été faites, le taux d'aliments qui dépasse les limites réglementaires, etc., etc. Donc, on peut suivre et on voit que notre aide est justifiée. Et ça, c'est important. L'actualité de votre association, elle est visible via vous avez un site web? Sur notre site, on trouve nos bulletins, il y en a un tous les 3 mois, avec à chaque fois une information adaptée au contexte, à la situation et au contexte international. Il faut dépasser le cadre de Tchernobyl pour bien faire comprendre qu'il n'y a pas que Tchernobyl. Et puis, vous avez des tas de documents, des films qui sont répertoriés, des livres, des brochures. Bref, si on veut s'informer, il y a de quoi faire. Alors, Valentin a mis dans le chat le lien oui. Vers le site de votre association. Oui. Yves Lenoir. Alors, on a Olivier Créatif qui nous dit bonjour. C'est dommage, Olivier, parce que tu arrives à la fin. Ce direct, il a commencé à 17h30 et malheureusement, il va falloir l'arrêter puisqu'il est 19h passé. Mais Olivier Créatif, tu pourras le revoir parce que je vous rappelle à tous que ce direct qui a duré 1h30, il sera intégralement à revoir à partir de demain sur le site de Sciences et Avenir, www.sciencesavenir.fr. On était avec Yves Lenoir, qui est président de l'association Enfants de Tchernobyl Bélarus, qui est spécialiste des questions de radioprotection et de l'histoire des radiations. Il est l'auteur de La comédie atomique aux éditions La Découverte. On avait publié un papier sur le site de Sciences et Avenir à l'époque de sa sortie en 2016. Il y a même des vidéos, donc vous pouvez très facilement, il suffit de googler, comme on dit maintenant, il suffit de googler Yves Lenoir et Sciences et Avenir et vous allez retrouver énormément de contenu et notamment des vidéos. Écoutez, vous êtes nombreux à nous faire des petits cœurs, à nous dire quel excellent débat, nous dit Erendil, passionnant, Sambaroum. Merci à tous, merci à tous. Merci Yves Lenoir, c'était vraiment passionnant. Merci Olivier, vraiment c'est merci. Quand même,
Bah, Tchernobyl, quand on en a parlé ensemble, je vous disais, c'est un événement majeur de l'histoire du XXe siècle, mais on s'est corrigé tout de suite. C'est un événement majeur de l'histoire tout court, Oui. puisque ses conséquences continuent et on voit qu'avec l'accident de Fukushima, que c'est des problématiques qu'il faut qu'on ait à l'esprit et que les jeunes générations aient particulièrement à l'esprit sans doute. Et puisque vous êtes nombreux parmi ces jeunes générations à nous regarder sur Twitch, bah, c'était quand même très intéressant de parler de ce sujet aujourd'hui. La semaine prochaine, on sera de retour, hein, comme on vous l'a promis, à 17h30 sur Twitch, sur la chaîne Science et Avenir de Twitch. Alors, on va faire une émission un peu spéciale la semaine prochaine, puisque on va plonger dans les entrailles du nouveau magazine, du nouveau Science et Avenir qui est sorti aujourd'hui, qui fait sa couverture sur l'univers. Et donc, on va discuter on va vous présenter les journalistes qui ont fait certains des papiers de ce numéro. Ça sera une façon, grâce à ce Twitch, d'ouvrir une petite fenêtre sur la rédaction de Science et Avenir, qui est un magazine fait par des journalistes. On est une trentaine de journalistes à animer Science et Avenir et les titres de Science et Avenir. Et vous savez que les journalistes, qui sont une espèce dont on dit parfois beaucoup de mal, et ben c'est une espèce aussi en voie non peut-être pas de disparition, mais en voie de danger, donc en situation précaire. Donc il faut, je crois, aimer les journalistes. En tout cas, nous, on les aime et moi, je les aime. Bon, et ben merci beaucoup. Merci à tous. Merci Yves Lenoir, c'était super. Merci. Et merci de nous avoir suivis. Merci les internautes. Écoutez, si vous avez aimé cette chaîne, eh ben, parlez-en, hein, parlez-en autour de vous, parlez-en sur les réseaux sociaux. On compte sur vous. À la semaine prochaine, Rocky Racer, et à vous tous. Ciao, ciao. Au revoir.